Maintenant, les cris ont commencé avant que quiconque ne comprenne ce qu'il voyait. Le 12 août 2017. Silver Point Marine Park. Côte californienne. L'air était si épais qu'on pouvait goûter le sel et la sueur. Près de 3000 personnes entassées dans des gradins en aluminium, des enfants agitant des bâtons lumineux, des parents consultant leur téléphone, tous attendant le final pour lequel ils avaient payé 89 $. Personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Sous ces gradins, dans une SO éclairée en bleu électrique par les projecteurs du stade, quelque chose d'ancien se réveillait. Pas la faim, pas la rage, quelque chose de plus froid, quelque chose qui n'oublie pas. Elena Torres se tenait dans cette eau jusqu'à la taille. 31 ans, queue de cheval trempée. Combinaison de plongée collée contre ses côtes. Elle n'était pas seulement la dresseuse en chef. Elle était celle qu'on appelait quand les choses tournaient mal. Celle qui pouvait lire un tic dans une nageoire pectorale comme vous lisez un texto. Et dans environ 4 minutes, cette compétence n'aurait plus aucune importance. Elle photographiait des fleurs sauvages pendant ses jours de congé. Elle accueillait des chiens errants qu'elle n'avait pas les moyens de garder. Elle se souvenait de tous les anniversaires. Et elle était sur le point de mourir devant 3000 personnes qui pensaient que cela faisait partie du spectacle. Kai, 6700 kg de prédateur à pecs noirs et blancs, était bizarre toute la semaine. Plus lent aux répétitions. Mâchoire qui claquait, hésitations au portail. Des petites choses. Des choses notables, mais pas assez alarmantes pour annuler un spectacle à guichets fermés. C'était l'erreur. Et voici ce que la plupart des gens ignorent sur les orques en captivité. Quand elles craquent, il y a une fraction de seconde où elles choisissent. Et ce choix se ressemble toujours. Elena donna le signal. Bras écartés, genoux pliés, les yeux fixés sur la nageoire dorsale de Kai qui filait vers elle comme une lame dans la soie. C'était le favori du public. Le surf sur le dos. Elle l'avait fait 600 fois. Chevaucher le dos de Kai à travers la piscine sous un flot de lumière bleue pendant que les haut-parleurs diffusaient un chant de baleines synthétiques et que la voix de l'annonceur tonnait sur la majesté de l'océan. Kai s'éleva sous elle et hésita. Juste une fraction de seconde. Un bégaiement dans son élan. Mais c'était suffisant. Le pied d'Elena glissa sur son flanc glissant. Son poids bascula. Elle chercha l'équilibre, ses doigts se raclant sa nageoire pectorale, puis elle heurta l'eau violemment, percutant son flanc près de l'articulation. Kai pivota brusquement et mordit. Ses mâchoires se refermèrent autour de sa cuisse comme une porte de voiture qui claque. Sans avertissement, sans grognement, juste de la pression, puis de la douleur, puis le monde basculant de côté alors qu'il l'entraînait sous l'eau. La foule applaudit. Et c'est là que commence la deuxième tragédie. Parce que pendant les 90 secondes suivantes, presque personne n'a réalisé qu'elle était en train de mourir. Ils pensaient tant que c'était un nouveau numéro. Même l'annonceur fit une pause, ne sachant pas s'il devait continuer à commenter ou s'arrêter. Depuis les gradins, ça ressemblait à des éclaboussures. Peut-être un nouveau tour audacieux. On ne pouvait pas voir le bras d'Elena percer la surface, ses doigts griffant l'air, avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans l'écume. Mais en coulisses, chaque dresseur était déjà en train de courir. Les sifflets retentirent. Des mains frappèrent en l'eau pour déclencher le réflexe de relâchement de Kai. Les portes d'urgence tombèrent avec des sifflements hydrauliques. Kai les ignora toutes. Sous l'eau, Elena se noyait au ralenti. Kai la tirait dans des cercles serrés et brutaux, ce que les comportementalistes marins appellent un remorquage profond. C'est ce que les orques font aux phoques, aux dauphins, à tout ce qui se débat. Elle fit surface une fois, haleta, tendit la main. Puis il la ramena sous l'eau et la plaqua contre le mur de la piscine. Le sang s'épanouit dans l'eau comme de l'encre dans du lait. Les gradins explosèrent dans le chaos. Des parents couvrant les yeux de leurs enfants. Quelqu'un hurlant pour un médecin. Un enfant demandant «
Pourquoi l'eau est rose? Les plongeurs de secours plongèrent dans la piscine. Les barrières d'urgence se mirent en place, essayant de guider Kai vers une cellule d'isolement. Mais il resta près du mur, coinçant le corps d'Elena là, la soulevant à la surface juste assez longtemps pour qu'elle s'étouffe avec l'air avant de la tirer à nouveau sous l'eau. Un plongeur s'approcha assez près pour toucher son poignet. Kai fonça. La vague qu'il créa projeta le plongeur contre le bord de la plateforme assez fort pour fissurer son casque. Ils essayèrent sur les poissons à pas, les alarmes sous-marines, les sirènes à air. Kai tournait autour d'elle comme si elle était un trésor dont il n'avait pas encore fini. Quand il la relâcha enfin, Elena flotta face contre l'eau, combinaison déchirée, une jambe tordue dans un angle qui n'existait pas dans la nature. Les plongeurs la tirèrent sur la plateforme la plus proche. Compression thoracique, masque à oxygène. Quelqu'un comptant à voix haute, la voix se brisant à chaque troisième chiffre. Mais ses côtes s'étaient brisées. Son poumon était perforé. Une hémorragie interne avait déjà inondé sa cavité abdominale. Au moment où les ambulanciers arrivèrent, le stade était évacué. Juste l'écho de 3000 pas qui courent, juste le balayage lent des projecteurs sur des gradins vides. Elena fut déclarée morte dans l'heure. La cause officielle. Traumatisme contondant compatible avec une noyade. La vraie cause? L'excès de confiance. Des signes d'alerte ignorés. Un spectacle à guichet fermé qui comptait plus qu'une orque hésitante. Silver Point suspendit toutes les routines de contact avec l'eau cette nuit-là. Les dresseurs furent interdits dans les piscines pendant les spectacles. Les protocoles furent réécrits dans le sang d'Elena. Son équipe organisa une cérémonie privée sur les falaises où l'océan rencontre les rochers. Un endroit où elle avait l'habitude de randonner seule, appareil photo en bandoulière, à la recherche des premières fleurs sauvages de la saison. Ils ne se souvinrent pas d'elle seulement comme d'une dresseuse. Ils se souvinrent d'elle comme celle qui restait tard pour chanter à un bébé nerveux, qui laissait des notes d'encouragement scotchées dans les casiers avant les grands spectacles. Grands spectacles, qui n'avait jamais cessé de croire que ces animaux pouvaient être compris. Sa combinaison de plongée et son journal d'entraînement sont maintenant dans une vitrine dans le hall du personnel. Une simple plaque en dessous. Pour Elena, qui n'a jamais cessé de croire. Mais la croyance n'empêche pas les mâchoires de se refermer. Et la confiance ne vous rend pas à l'épreuve des balles. Maintenant, écoutez, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous n'êtes pas encore abonné, je suis sincèrement perplexe. Parce que voici ce qui se passe en ce moment. 97% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Ce qui signifie que vous êtes d'accord pour que l'algorithme de YouTube décide si vous reverrez jamais un contenu comme celui-ci. Et honnêtement, c'est bien. C'est votre choix. Mais voici ce que je sais sur les gens qui s'abonnent. Ce sont ceux qui se soucient vraiment de comprendre le côté sombre de ces industries. Ce sont ceux qui veulent la vérité, pas la version édulcorée. Donc si c'est vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Et si ce n'est pas le cas, faites-moi une faveur et laissez un commentaire me disant pourquoi vous choisissez de rester sur la touche. Je suis sincèrement curieux de savoir ce qui fait qu'on regarde une histoire comme celle d'Elena et qu'on s'en va, juste comme ça. Pas de jugement. Dites-le-moi simplement. Maintenant, Elena est morte devant des milliers de personnes. Mais qu'est-il arrivé au deuxième dresseur? Il est mort seul. Et d'une certaine manière, c'était pire. Certains matins semblent si routiniers qu'on oublie qu'on travaille avec quelque chose qui pourrait vous tuer en 3 secondes. Le 6 août 2012, Hauraki Marine Park, île du Nord, Nouvelle-Zélande. L'air était froid et argenté, le brouillard roulant depuis les falaises, les mouettes criant quelque part au loin. Pas encore de foule. Juste le son de l'eau qui clapote contre le béton et le cliquetis métallique des portails qui s'ouvrent pour les tournées du matin.
Ça aurait dû être prévisible. Mais la prévisibilité est un mensonge qu'on se raconte pour se sentir en sécurité. Damien Cross. 28 ans, boucles sombres encore humides de la douche des vestiaires, courait sur le chemin vers les piscines d'entraînement, son souffle formant de la brume dans le froid matinal. Il n'était pas tape à l'œil. Il ne cherchait pas les projecteurs. C'était le gars qui restait après les heures pour réparer les combinaisons déchirées. Le gars qui dessinait des orques dans les marges de ses journaux d'entraînement. Et voici ce qui rend sa mort si troublante. Il a tout fait correctement. Chaque protocole, chaque vérification de sécurité. Et ça n'a pas eu d'importance. Il aimait les matins tôt, les longues randonnées dans les collines, la photographie. Son appareil photo cabossé était toujours à proximité, fourré entre des sacs de poissons congelés ou jetés dans un casier. Pendant ses jours de congé, il faisait du bénévolat dans un sanctuaire d'oiseaux au nord d'Auckland, conduisant 2 heures juste pour réparer des clôtures ou reconstruire de vieux nichoirs. Il était stable, fiable, méthodique, ce qui rendait ce qui s'est passé si difficile à comprendre. Hauraki Marine Park s'étendait sur une baie sauvage près de Tauranga. Des expositions éducatives, de petits aquariums et une piscine principale massive qui était le cœur de l'opération. Ouvert au début des années 90, le parc avait une réputation tranquille pour avoir mélangé les principes de conservation maori avec la science marine occidentale. Mais il fonctionnait comme toute autre attraction touristique. Des réservoirs d'eau salée géants reliés par des portes en acier, des allées ombragées, des ponts d'observation. Et au centre de tout, les orques. Le joyau de la couronne était Tan. Tan était né en captivité dans une autre installation et transféré à Hauraki à l'âge de 3 ans. Au moment où il atteignit la maturité sexuelle, il mesurait près de 6 mètres de long et pesait 2500 kg. Intelligent, rapide, bien entraîné, mais imprévisible. Les dresseurs le décrivaient comme joueur mais facilement surstimulé. Enclin à passer de la coopération aux jeux brutaux sans avertissement. Ces derniers mois, le comportement de Tain était devenu préoccupant. Réponse incomplète. Claquements en surface pendant l'alimentation. Réactions lentes aux signaux. Des notes furent ajoutées à son dossier, mais comme il n'y avait pas eu d'incident grave, ses spectacles publics et ses sessions privées continuèrent comme d'habitude. Ce matin-là, la tâche de Damien était simple. Une session matinale en solo pour répéter une nouvelle séquence de sauts. Ten se lancerait de l'eau dans un arc dramatique à côté d'une plateforme stationnaire. Pas de contact direct. Pas de chevauchée. Juste du travail aquatique et des comportements de surface. Faible risque. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos d'Elena? À propos de cette fraction de seconde où elles choisissent? Regardez comment ça se passe avec Damien. Parce que cette fois, il n'y avait aucun signe d'alerte. Aucun comportement bizarre. Aucune hésitation. Tan avait passé chaque vérification ce matin-là, et c'est ce qui rendait les dresseurs expérimentés plus dangereux que les débutants. Ils faisaient confiance à leur instinct, et parfois, leur instinct mentait. Damien monta sur la plateforme immergée, donna le signal de préparation et regarda Tain glisser en position. Les premiers sauts se déroulèrent comme prévu. Des arcs propres, peu d'éclaboussures. Mais Damien le sentit. Quelque chose n'allait pas. Tan émergeait avec plus de force que d'habitude, frappant la surface fort, créant des vagues plus profondes à travers la piscine. Ses vocalisations étaient aussi plus fortes, des appels courts et profonds qui résonnaient contre les murs en béton. Damien donna à nouveau le signal. Attendit un autre passage parfait. Au lieu de cela, Tané se tourna soudainement, alignant son corps étrangement vers la plateforme. Ses mouvements devinrent plus serrés, plus rapides, plus directs que le rythme contrôlé que la routine exigeait habituellement. La collision se produisit plus vite que quiconque ne pouvait réagir. Le corps de Tain percuta le côté de Damien avec la force d'une voiture, le projetant de la plateforme dans l'eau.
Désorienté, Damien fit surface, haletant pour respirer. Juste à temps pour sentir une prise écrasante autour de son torse. Depuis la plateforme, les quelques membres du personnel présent virent l'impact. Le mouvement. La forme sombre qui tournait en dessous. Des appels d'urgence retentirent sur les haut-parleurs. Les dresseurs jetèrent du poisson dans l'eau pour distraire Tan. Mais l'orque ne répondit pas. Dans la piscine, Damien se débattit contre la pression croissante autour de ses côtes. Tan le tira à nouveau sous l'eau, mordant son abdomen. Un comportement habituellement ludique chez les jeunes orques, mais ici se transformant rapidement en blessure profonde et traînage puissant. Les dresseurs déclenchèrent les protocoles d'urgence. Un plongeur de sécurité courut vers le point d'accès d'urgence, mais Tané resta entre Damien et toute tentative de sauvetage. L'eau autour d'eux bouillonnait de mouvement, s'assombrissant de sang. Tan fit surface brièvement, Damien inerte sur son flanc, avant de plonger à nouveau dans des cercles serrés et de plaquer le dresseur contre le mur. Quand Tané le relâcha enfin, Damien flotta immobile, face contre l'eau au centre de la piscine. Pendant plusieurs longues secondes, Tané tourna, frôlant le corps de Damien avec sa nageoire dorsale, comme s'il ne voulait pas vraiment le lâcher. Et cette partie suivante, c'est ce qui a donné des cauchemars à l'équipe de secours pendant des années. Les dresseurs au bord de la piscine continuaient à frapper l'eau, à jeter de la nourriture. Il ignora tous les signaux. Quand un plongeur en équipement de secours entra dans l'eau, Tané réagit immédiatement, chargeant la perturbation, créant une onde de choc qui projeta le secouriste contre le mur. Il fallut 2 plongeurs supplémentaires approchant des extrémités opposées de la piscine pour finalement pousser Tané dans le tunnel de connexion et sceller la barrière d'urgence derrière lui. Avec Tané en sécurité, l'équipe de secours se précipita vers Damien. 2 plongeurs le tirèrent sur la plateforme immergée pendant qu'un dresseur grimpa par-dessus le côté et commença immédiatement la RCP. Compression thoracique, respiration, comptage frénétique. L'équipe travailla mécaniquement, parlant à peine sauf pour compter les compressions et les respirations. Le sang troublait l'eau autour d'eux, se mélangeant à l'écume. Malgré tous les efforts, il devint clair en quelques minutes à quel point les blessures étaient graves. Quand les ambulanciers arrivèrent, Damien fut chargé sur une planche. Mais avant que le transport ne puisse commencer, il fut déclaré mort sur place. L'enquête interne fut rapide et accablante. Les protocoles de sécurité exigeaient que 2 dresseurs soient présents pour chaque session dans l'eau, surtout avec un animal montrant des problèmes de comportement documentés comme Tan. Le parc reconnut l'échec procédural et suspendit immédiatement tous les travaux aquatiques jusqu'à ce qu'un examen complet soit terminé. Tan fut placé sur un programme d'entraînement restreint. Exercice au sec uniquement. Plus de travail dans l'eau. Dans les jours qui suivirent, Oraki Marine Park organisa une cérémonie commémorative fermée pour le personnel. Les amis et collègues se souvinrent de Damien comme équilibré, gentil et d'une patience inébranlable. Celui qui restait après les spectacles pour réparer les accessoires cassés. Celui qui laissait toujours une veste de rechange dans son casier au cas où quelqu'un oublierait la sienne. Celui qui croyait qu'avec assez de temps et de respect, tout pouvait être enseigné. Sa perte laissa un vide dans l'équipe soudée qui ne pourrait jamais vraiment être comblé. Maintenant, Elena est morte à cause de la malchance. Damien est mort malgré avoir tout fait correctement. Mais la 3e dresseuse, elle est morte à cause de quelque chose de beaucoup plus dangereux que l'une ou l'autre de ces choses. Elle est morte parce que quelqu'un voulait qu'elle réussisse. Certaines personnes meurent à cause de l'expérience, ça. D'autres meurent parce qu'elles ne l'ont pas encore. Le 17 mars 2011. Clearwater Cove Marine Park, Floride. Le matin était impeccable. Le genre qui vous trompe en vous faisant penser que rien de mal ne pourrait arriver. Le lagon d'eau salée scintillait sous un ciel sans nuages, brillant dans le soleil matinal. Les dresseurs se déplacèrent rapidement le long des passerelles, préparant les harnais, effectuant des tests sonores pour le spectacle. Tout semblait si routinier, on pouvait oublier la puissance,
avec laquelle on travaillait chaque jour. L'eau était calme. La journée semblait légère. Mais ce sont les jours calmes qui se défont le plus rapidement. Jenna Blake remonta la fermeture éclair de sa combinaison de plongée et courut pieds nus sur la plateforme principale, faisant un rapide pouce en l'air au technicien près de la rambarde. À 24 ans, elle était l'une des plus jeunes dresseuses en eau libre du parc. Et voici la partie qui mettait tout le monde mal à l'aise. Elle était aussi la fille du nouveau directeur des opérations de Clearwater Cove. Ce qui signifiait que quand elle se portait volontaire pour les trucs dangereux, personne ne pouvait dire non. Son père était un ancien directeur d'aquarium public embauché pour moderniser l'image du parc et réduire les coûts de maintenance croissants. Le personnel de longue date avait des doutes. Jenna avait un charisme naturel et une énergie qui brillait pendant les spectacles, mais elle n'avait pas les années d'expérience que la plupart des dresseurs accumulaient avant d'entrer dans le lagon. Certains chuchotaient qu'elle n'avait pas gagné son autorisation. D'autres disaient que ça n'avait plus d'importance. Jenna ne se cachait pas des rumeurs. Elle s'en nourrissait. Elle était audacieuse là où d'autres hésitaient, intrépide là où d'autres étaient prudents, et prête à prendre des risques qui lui valaient à la fois admiration et ressentiment silencieux. Les nouveaux dresseurs l'admiraient. Les expérimentés gardaient sens leur ditance. Clearwater Cove n'était pas un empire marin massif comme les parcs plus au sud. C'était plus petit, plus ancien, construit au bord d'une baie protégée avec une infrastructure vieillissante cachée derrière des brochures sympathiques. Les piscines d'eau salée et les lagons de spectacle abritaient des dauphins, des lions de mer et une seule orque. Accès limité à la mer ouverte par des portails et des filets submergés. Pour les visiteurs, ça semblait ouvert et naturel. Pour les dresseurs, il était clair que les filets étaient poreux, les portails lents, le personnel surchargé. Les coupes budgétaires avaient réduit la maintenance et la surveillance. Des préoccupations de sécurité concernant les filets extérieurs et le comportement imprévisible de certains animaux avaient été soulevés. Mais sans incident médiatique, les avertissements se perdaient souvent dans la paperasse et disparaissaient dans des dossiers. Au cœur du programme marin de Clearwater se trouvait Nakua, une orque mâle massive, 7,3 mètres de long, plus de 3100 kg. Et contrairement à Kai et Tani, Nakua avait un passé. Il avait été déplacé de parc en parc avant d'atterrir ici. Et si vous connaissez quoi que ce soit aux animaux, vous savez ce que ça veut dire. Quelque chose s'était passé dans ces autres parcs. Quelque chose d'assez grave pour qu'ils ne veuillent plus de lui. Au fil du temps, il s'était forgé une réputation de calculateur, fier et prompt à s'irriter. Les dresseurs signalaient répétitivement des comportements troublants. Réponses lentes, refus de maintenir la position, claquements de mâchoires près des plateformes. Des signes d'alerte qui ensemble peignaient un tableau inquiétant. Ces derniers mois, certains dresseurs expérimentés avaient refusé d'aller dans l'eau avec lui. Jenna, en revanche, se portait volontaire sans hésitation. La tâche de ce matin-là était censée être simple. Un exercice de nage en solo pour renforcer le ciblage et le positionnement en surface. Pas de montage. Pas de tour, juste une séquence de nage de base dans le lagon ouvert. Jenna donna le signal de départ et glissa dans l'eau, son corps coupant proprement à travers la surface. De l'autre côté du lagon, Nakua émergea. Sa nageoire dorsale fendait l'eau calmement. Les premières interactions se déroulèrent bien. Contact ciblé, un tour lent, un coup de nageoire. Depuis les plateformes, les superviseurs de service se détendirent. Ça ressemblait à n'importe quelle autre session. Jenna donna le signal pour un rappel énergique, frappant l'eau vivement. Nakua répondit immédiatement, mais pas de la façon dont quiconque s'y attendait. Il accéléra vers elle, prenant de l'élan avec des coups puissants. Et voyez, avec Elena, il y avait cette hésitation. Avec Damien, c'était une confusion soudaine. Mais avec Nakua, c'était différent.
C'était délibéré. Pendant un battement de cœur, ça semblait impressionnant, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Au lieu de faire surface proprement comme prévu, Nakoa lança tout son poids en avant, percutant la hanche de Jenna avec son rostre, une force qui fit sembler l'air lui-même exploser. Elle bascula sur le côté et frappa l'eau violemment. L'impact se perdit dans les acclamations de la foule et les coups de sifflet des arbitres. Désorientée, elle lutta pour faire surface, se débattant violemment. Mais Nakoa était déjà de retour. Il fonça à nouveau, saisissant sa cuisse dans ses mâchoires et la traînant sous l'eau. Jenna se battit violemment, donnant des coups de pied avec sa jambe libre, mais la prise de l'orque était de fer. Au-dessus d'elle, le monde se brouillait en bandes de lumière et d'ombre. Les dresseurs sur les plateformes bougèrent. Les sirènes d'urgence retentirent. Des seaux de poissons volèrent vers l'autre côté du lagon. Les sirènes à air hurlèrent à travers la surface. Nakoa ignora tout. Il traîna Jenna dans un arc brutal à travers l'eau, la secouant avec des mouvements de tête sauvages tandis que des jets de sang jaillissaient. Les plongeurs de secours plongèrent, lançant une civière d'urgence dans la piscine. Mais la plateforme n'avait aucune chance. Nakoa la balaya d'un seul coup. Un plongeur s'approcha assez près pour toucher le bras de Jenna. Mais un rapide mouvement de la nageoire de Nakoa le força en arrière sous le quai. Ils essayèrent de l'aveugler avec des lumières sous-marines brillantes. Nakoa esquiva sans effort. Son attention était entièrement sur la silhouette inerte dans sa bouche. La lutte s'éternisa. Les plongeurs travaillèrent par intervalles coordonnés, utilisant des perches et des barrières gonflables pour pousser Nakoa vers le portail d'isolement. Il fallut 3 minutes angoissantes, 3 minutes pendant lesquelles le sang se répandait dans l'eau, avant qu'une étroite ouverture ne se forme. 2 plongeurs se faufilèrent, attrapèrent le corps de Jenna et la tirèrent sur le quai flottant. Sa jambe gauche était mutilée. Son torse était couvert de contusions profondes et de marques de morsures. Elle ne respirait pas. La RCP commença immédiatement. Un plongeur gérait les compressions thoraciques. Un autre sécurisa ses voies respiratoires et força de l'oxygène dans ses poumons effondrés. Un troisième comptait le temps à voix haute. Le sang suintait à travers les lattes du quai, teignant l'eau en dessous d'un rose pâle. Ils travaillèrent avec une détermination brutale et mécanique, changeant toutes les 2 minutes, n'abandonnant jamais. Mais les blessures étaient catastrophiques. Un poumon effondré, un bassin fracturé, une hémorragie interne massive, de multiples contusions thoraciques. Malgré des efforts acharnés, Jenna fut déclarée morte dans les 10 minutes suivant avoir été sortie de l'eau. Quand les secouristes se retirèrent finalement, personne ne dit un mot. Les dresseurs restèrent immobiles sur le quai, combinaisons dégoulinantes, radios pendantes à leurs côtés. Le lagon, il y a quelques instants rempli de cris et d'alarmes, était étrangement silencieux dans le soleil du matin. C'était comme si rien ne s'était passé, sauf pour le sang flottant toujours juste sous la surface. Les enquêtes internes ultérieures confirmèrent que Jenna n'avait jamais terminé le protocole de certification à niveau libre requis pour les sessions non supervisées. La direction avait accéléré son approbation sous pression pour moderniser l'image publique du parc. Les avertissements concernant l'irritabilité croissante de Nakoa avaient été les profondeurs silencieuses. 3 dresseurs. 3 tragédies. Script optimisé pour Voix. Au fait, avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire dès maintenant pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certains métiers ont un prix que l'argent ne peut pas payer.